Une côte aux couleurs nuancées qui surplombe une mer bleue. Un climat doux et plein d'aromes. Et c'est ainsi qu'apparaît Palerme aux visiteurs arrivant de la mer. Un lieu dont l'histoire, l'art et la beauté nous font comprendre pourquoi on l'appelle la Conca d'Oro, la cuve en or. La présence de l'homme remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et l'histoire nous raconte que, déjà, les Phéniciens vinrent s'installer sur ces terres qui offraient un environnement favorable. Un grand golfe s'ouvrant sur une mer transparente, une terre rendue fertile par ses eaux et son merveilleux climat. Elle fut aussi habitée par les Grecs, les Romains, les Arabes, puis par les Normands, les Souabes, les Aragonais, les Espagnols et les Français, jusqu'au jour où Giuseppe Garibaldi commença en ces lieux la campagne d'unification de la Sicile au reste de l'Italie. Au cœur de Palerme se trouve la Piazza Villiena, et située à la croisée des deux axes principaux de la ville, Via Maqueda et Corso Vittorio Emanuele. Et cette place est communément dénommée I Quattro Canti, les quatre coins, en raison des quatre niches entaillées dans le mur qui contiennent de splendides éléments baroques. Fontaines et statues symbolisant les quatre saisons, les rois espagnols et les quatre saintes protectrices de la ville, Christine, Olive, Agathe et Nymphe. Derrière les Quattro Canti, on découvre Piazza Pretoria, la plus belle place de la ville. Elle tient son nom de l'ancien Palazzo Pretorio, édifice principal de toute la place, qui est aujourd'hui le siège de l'hôtel de ville. Érigé en 1463, c'est là que siégeaient les assemblées du Sénat palermitain. L'objet le plus précieux de cette place est sa fontaine, une œuvre riche et somptueuse, ornée de dizaines de statues représentant des divinités païennes, allégoriques et mythologiques. Commanditée à un sculpteur florentin nommé Francesco Camigliani vers la moitié du XVIe siècle, elle fut d'abord destinée à une villa toscane, puis rachetée par la ville de Palerme au prix de 3000 écus. Non loin de là, nous pouvons admirer deux des portes d'accès au centre-ville. D'une part, la monumentale Porta Nuova, remontant à la fin du XVIe siècle et inspirée de l'architecture de la dernière période de la Renaissance. Et d'autre part, la splendide Porta Felice, construite au début du XVIIe siècle et riche en décorations de grande valeur architecturale et artistique. Le symbole de la ville est la merveilleuse cathédrale construite en 1185 par l'archevêque d'origine anglaise Gualtiero o Famiglio sur le plan d'une ancienne basilique romaine transformée en mosquée par les musulmans. Achevée au cours des siècles, cette basilique, au centre de tous les grands événements de l'histoire de la ville, présente d'innombrables variantes architecturales qui lui confèrent une beauté d'ensemble tout à fait solennelle.
On y accède par un grand portail à 3 arceaux, au-dessus duquel se trouve une mosaïque de la Vierge Marie, véritable chef-d'œuvre en style gothique aragonais. L'intérieur, réalisé en style néoclassique, est imposant et truffé d'œuvres d'art. Et citons notamment les fresques de la voûte situées au-dessus du chœur. Le trône simple et majestueux de Roger II, fils de Roger Ier, qui avait chassé les Arabes de la ville. À l'intérieur de la cathédrale sont conservés en outre les précieux sépulcres des grands rois normands. Celui de Roger II, entouré d'un élégant baldaquin en mosaïque soutenu par des lions en marbre blanc, celui de Constance de Hauteville, épouse d'Henri VI, en porphyre massif, lui aussi surmonté d'un baldaquin marqueté. Celui d'un autre grand empereur, Frédéric II, l'un des protagonistes du XIIe siècle, qui, semblerait-il, aurait été d'abord réalisé pour l'empereur Roger dans la cathédrale de Cefalù et transporté par la suite ici en 1213. Il ne reste malheureusement presque aucune trace de la grande domination arabe qui dura de 831 à 1072. Par contre, d'autres cultures, comme celle des Normands, ont beaucoup laissé derrière elles. Une fois l'ennemi arabe vaincu, Roger Ier voulut installer son trône dans le palais du pouvoir qui l'avait précédé. L'ancien palais des émirs se transforma ainsi en palais des Normands et devint bientôt le centre de la culture et de l'art européen du XIIIe siècle. L'intérieur est une succession de salles merveilleuses et pleines d'œuvres d'art. Un grand salon mène à une cour dénommée Viceroy Maqueda, réalisée en 1600 en style classique très élégant. Sur l'un des côtés du portique, 5 grandes mosaïques réalisées en 1700 sous le règne de Ferdinand de Bourbon illustrent la vie d'Assalone, le fils rebelle de David. Un ensemble de tours complète l'architecture de ce palais. Ici, la Torre dei Venti della Gioaria, l'ancienne chapelle de Jérusalem, dont la voûte démolie au début du XVIIIe siècle fut réalisée en fausse mosaïque. La Sala Gialla, la salle jaune, avec son plafond décoré de précieuses fresques, est particulièrement spectaculaire.
Torre Pisana, fait 15 mètres de hauteur et est recouverte d'une voûte en croisée. Il s'agissait d'une salle noble, probablement consacrée aux audiences du roi et ornée de marbre et de mosaïques fastueux. La grande salle des vice-rois doit son nom aux grands tableaux de vice-rois qui y sont exposés. Mais la salle la plus célèbre et la plus fastueuse du palais, c'est la merveilleuse chapelle palatine, l'orgueil de Palerme. Construite vers le début de l'an 1100, peu de temps après le couronnement du roi Roger, elle devint très vite le centre du palais. La splendeur de la chapelle est due aux grandes mosaïques qui recouvrent les cloisons, les plafonds, les absides et la coupole. Il s'agit de chefs-d'œuvre signés par des artistes byzantins du XIIe siècle et retraçant les histoires de l'Ancien Testament, de Saint Pierre et Paul, la Nativité, l'entrée dans Jérusalem et de nombreuses autres scènes religieuses. Un cadre artistique extraordinaire et parfaitement conservé, dont l'effet visuel revêt une importance non seulement religieuse, mais aussi historique et politique. Toute la chapelle est dominée, comme le veut la tradition byzantine, par le Christ Pantocrator, seigneur de la création bénissant selon le style grec. Terminons la visite du palais des Normands par la salle Roger, qui, avec ses voûtes et ses cloisons splendidement décorées, est l'un des nombreux témoignages de l'art arabe. C'est bien à des artistes arabes que nous devons quelques-unes des œuvres les plus célèbres et splendides réalisées en Sicile, ce qui démontre bien que les rois illuminés, normands ou souabes, surent, tout en s'opposant à une culture qui leur était ennemie sur le plan politique, englober son potentiel expressif et culturel. Et c'est précisément dans ces décors somptueux et raffinés que se développa la partie la plus importante de la culture européenne au XIIIe et XIVe siècle. Les empereurs y convoquaient les plus grands poètes, savants, musiciens et peintres. Et c'est ici, sous le règne de Frédéric II, que connut son essor l'école de la poésie sicilienne, un genre qui joua un rôle prépondérant dans le cadre de l'histoire littéraire italienne.
Poursuivons maintenant notre chemin et allons admirer l'un des monuments les plus importants de l'époque normande, l'église de Saint-Jean des Ermites. Construite vers la moitié du XIIe siècle, cette église, qui se distingue par ses dômes rouges arabisants, est le symbole de l'adaptation ingénieuse d'une construction arabe, la Kouba, aux besoins du culte chrétien. Et chose à peine croyable, cette construction remonte au VIe siècle. Un détail qui nous fait déduire l'origine arabe des architectes et des maîtres d'ouvrage. Nous retrouvons la même conception architecturale dans l'église de San Cataldo, située tout près de Piazza Pretoria et des Quattro Canti. Et cette église fut bâtie peu après la moitié du XIIe siècle sous le règne de Guillaume Ier et successivement léguée aux moines bénédictins par son successeur Guillaume II. Dans ce cas, comme dans le précédent, la structure typiquement arabisante témoigne de la présence de maîtres d'ouvrage arabes au service de rois chrétiens. À proximité de San Cataldo, un autre grand témoignage artistique de la ville, Santa Maria dell'Ammiraglio, mieux connue sous le nom de la Martorana. Terminée en 1143, cette église fut transformée à plusieurs reprises au cours des siècles. Le seul élément qui évoque la structure originelle est l'élégant clocher, alors que la façade actuelle, typiquement baroque, provoque un contraste marquant avec le reste de la construction. L'intérieur splendide est complètement recouvert de mosaïques en style purement byzantin, qui sont parmi les plus anciennes réalisées en Sicile. La scène, dominée par une image solennelle du Christ Pantocratore, entouré de 4 archanges, est enrichie d'images des apôtres, des 4 évangélistes et de prophètes recouvrant le tambour de la coupole et les voûtes d'arêtes. D'autres représentations sacrées remplissent les arceaux, complétant ainsi un cadre artistique solennel et spectaculaire. Ce fut Giorgio d'Antiochia, grand amiral du roi Roger en personne, qui, après avoir ordonné la construction de la Martorana, fit bâtir en 1113 le pont de l'Amiral. C'est ici que les troupes de Garibaldi remportèrent la guerre contre les Bourbons en 1860. La ville présente bien d'autres témoignages de l'art normand. Parmi les plus anciens, n'oublions pas de citer l'église de Saint-Jean des Lépreux, commencée par le roi Roger en 1071, un an avant que les Normands ne viennent s'installer à Palerme. Une léproserie lui fut rattachée après la moitié du XIIe siècle, d'où le nom qu'on lui donna. Les travaux de restauration effectués vers la moitié du XXe siècle ont permis d'éliminer une grosse couche d'enduit et d'autres matériaux qui en avaient altéré l'aspect originaire. Et cette restauration n'empêcha pas la construction arbitraire d'un nouveau clocher. L'église de la Magione, tout aussi ancienne, fut édifiée en 1191 par Matteo d'Aiello, chancelier des rois normands, puis légué aux moines cisterciens. Le nom est tiré de l'ordre séculier des Teutons, auquel elle fut cédée en 1197 et dont la mission était d'apporter un soutien aux minorités allemandes installées en Sicile. L'église devint la Mansio ou Magione, c'est-à-dire la demeure du précepteur général de l'ordre même.
Pâques de 1283, pendant le chant des vêpres, des soldats français portèrent outrage aux femmes siciliennes qui se trouvaient à la messe dans l'église du Santo Spirito, le Saint-Esprit. Et la réaction violente des Siciliens contre cet affront provoqua une véritable révolution dans toute l'île. L'événement, auquel on donna le nom de vêpres siciliennes, entraîna l'expulsion définitive des Français hors de l'île. Depuis ce jour, l'église elle-même est évoquée sous le nom de Vêpres. L'intérieur de la construction, aujourd'hui sans façade, présente un plan latin à 3 nefs et de grosses colonnes qui donne une impression de grande solennité. Notre visite des principaux monuments normands de Palerme se termine par une halte au palais de Lazisa, dont la construction fut commencée par Guillaume Ier vers la moitié du XIIe siècle, au-dessus d'une précédente bâtisse à l'intérieur d'un grand parc plein de monuments arabes. Ce palais tient son nom d'un mot arabe, Aziz, qui signifie splendide. Il est profondément caractérisé par l'influence orientale qui, comme nous l'avons vu, a marqué de toute son empreinte l'architecture normande en Sicile. Un caractère que l'on retrouve même sur la façade ornée d'une fontaine et de mosaïques, rappelant les luxuriants et frais jardins orientaux. L'intérieur solennel et suggestif était aménagé d'un système ingénieux de ventilation. Dans cet endroit où les souverains normands passaient de longues heures de repos, surtout à la saison chaude, se déroulent aujourd'hui d'importantes expositions. Faisons un bond en avant de quelques siècles et jetons un regard sur une autre période importante pour la ville de Palerme, le baroque. L'un des plus beaux monuments de cette époque, l'église de Saint-Dominique, fut édifiée sur les plans de 2 églises dominicaines des XIIIe et XVe siècles. L'église actuelle, remontant à la moitié du XVIIe siècle, incarne admirablement bien l'évolution de l'architecture baroque, passé de la sévérité romaine à un véritable déferlement de scènes panoramiques et suggestives. Le quartier de la Calza, situé derrière le port, avait été la citadelle du pouvoir des Arabes, qui y avaient d'ailleurs installé leurs quartiers généraux. L'église de Sainte-Thérèse est l'un des exemples les plus beaux de l'art baroque, qui ressort surtout dans la beauté sévère et rigoureuse de la façade, parfaitement conservée malgré les outrages du temps. Un destin moins glorieux a été réservé à cette autre église, située elle aussi dans le quartier de la Calza. Il s'agit de l'église du Spasimo, les Affres, dont les restes laissent néanmoins entrevoir l'imposante complexité de la construction. Le peintre Raphaël lui consacra un tableau célèbre, la Madonna dello Spasimo, la Vierge des Affres, qui fut vendue au roi Philippe IV d'Espagne en 1661 par un prélat en mal d'argent, et est aujourd'hui conservé au musée du Prado à Madrid. Et maintenant, passons à la dernière étape de notre itinéraire baroque à travers Palerme, et plus précisément à l'église des Teatini, adossée à la place Villiena et à l'université. Elle fut construite sur les restes d'une ancienne église par les Teatini, qui réussirent à remporter une victoire contre les Jésuites dans la première moitié du XVIIe siècle, qui en réclamaient le droit de propriété. Les travaux durèrent presque 40 ans, mais le résultat fut spectaculaire. L'intérieur est recouvert de marbre précieux, d'immenses colonnes et de très belles fresques. L'impression générale qui s'en dégage
est grandiose. Monreale possède un monument d'une extraordinaire beauté, la cathédrale, un exemple fulgurant d'art médiéval se conjuguant admirablement avec des éléments byzantins, arabes et normands. Fondée par Guillaume II en 1174, elle présente le cycle le plus complet de mosaïques byzantines que nous n'ayons jamais hérité. Et chaque centimètre de mur en est recouvert, jusqu'à occuper une surface de presque 6500 mètres carrés, supérieure à celle de la basilique de Saint-Marc à Venise. Ces mosaïques retracent l'Ancien et le Nouveau Testament. L'ensemble est dominé par l'image du Christ Pantocrator, le Tout-Puissant.
Le très célèbre cloître du couvent bénédictin est digne de la cathédrale. Lumière et couleur dominent sur toute la construction. Il est de forme parfaitement carrée, 47 mètres de côté, un véritable miracle d'architecture romane en Sicile. Les arcs pointus reposent sur 216 colonnes jumelées, finement réalisées en bas-relief et incrustées d'or, de mosaïques et de pierres précieuses.
Quittons maintenant Montréal pour regagner Palerme au plus vite. Nous voici maintenant dans le plus grand parc de la ville, la Favorita, avec en son centre une construction insolite du XVIIIe siècle, la Palazzina Cinese, l'édifice chinois. Palerme possède 2 grands temples de la musique, 2 théâtres pleins d'histoire, récemment ramenés à leur beauté originelle grâce à de rigoureux travaux de restauration. Nous parlons du théâtre Massimo et du Politeama. Ce dernier est le symbole du passé musical de la ville. Son style néoclassique, somptueux et sobre, nous rappelle celui multicolore des maisons de Pompéi. Le théâtre Massimo, le plus important de la ville, se trouve sur la place Verdi. Il fut construit vers la fin du XIXe siècle. Solennel et austère, il est le symbole manifeste d'une volonté d'équilibre et de modération au niveau architectural, selon l'idéal bourgeois de la fin du XIXe siècle, qui exaltait davantage l'équilibre rigoureux néoclassique pour l'opposer aux exagérations esthétiques du goût baroque. Et voici d'autres édifices somptueux. La Villa Igea, lieu légendaire pour les Palermitains, qui repense avec orgueil et un peu de nostalgie à l'époque fastueuse du Gattopardo, le guépard. Cette construction élégante datant de la fin du XIXe siècle est devenue aujourd'hui l'un des hôtels les plus élégants de Sicile et reflète pleinement l'engouement pour la beauté et l'art qui ont inspiré tous les grands gouvernants de cette ville au fil des siècles. Et maintenant, nous entamons une visite d'un tout autre genre. Fondé en 1785 par le vice-roi Caracciolo, le jardin botanique de Palerme offre à ses visiteurs une occasion de détente et de contact intense avec la nature. Une surface de 10 hectares qui, bénéficiant d'un climat généreux tout au long de l'année, a permis de conserver d'innombrables formes de vie, parfois même rares, à l'état végétal. Parlons maintenant de la ville telle qu'elle se présente de nos jours, vivace et palpitante, dotée d'une âme et d'une vitalité extraordinaire malgré les problèmes qui l'affligent. On ne peut manquer la Vucceria, le plus célèbre marché palermitain, immortalisé par Renato Guttuso dans un célèbre tableau et devenu depuis un lieu culte, coloré et bruyant. Une promenade dans les sons, les couleurs et les odeurs inoubliables qui va vous aider à mieux comprendre l'âme de ce peuple qui sait être simple et aimable, mais aussi sanguin et passionné. Faisons une dernière escale sur le Monte Pellegrino, d'où l'on peut admirer une merveilleuse vue sur la Conca d'Oro. Par la même occasion,
nous allons visiter un lieu de culte sacré pour les Palermitains, le sanctuaire de Santa Rosalia, Sainte Rosalie, protectrice de la ville. Ce sanctuaire, de style baroque, fut construit à proximité de la grotte où la sainte avait l'habitude de venir prier pour lui rendre grâce d'avoir arrêté une terrible épidémie. Une statue de la sainte recouverte d'un voile en or fait l'objet d'une dévotion continue, tandis que l'eau qui coule des parois de la grotte est vénérée parce que considérée miraculeuse. Les célébrations annuelles de Santa Rosalia donnent lieu à des cérémonies exprimant toute la fantaisie et l'enthousiasme de la population sicilienne. Tous les Siciliens considèrent leur passé culturel comme quelque chose de sacré. En effet, en Sicile, depuis toujours, il y a cette volonté d'unir le souvenir historique à la mémoire populaire par l'intermédiaire des poètes, qui deviennent ainsi les propagateurs simples et passionnés des traditions et des légendes qu'ils mêlent magiquement à la réalité. Et voici le défilé des charrettes siciliennes et des chantres qui ont transmis l'histoire sicilienne au fil des générations. Il en est de même pour le théâtre des pupi, marionnettes siciliennes, apparemment simples et naïfs, mais qui, scandant les gestes des paladins et des héros lointains et imprévisibles du passé, devient le moyen le plus simple, le plus immédiat et le plus cultivé pour mettre en exergue l'âme de ce peuple. E dunque, vi battete per amore e non per la difesa della Santa Fede. Cosa dici mai, cugino? Io voglio Angelica così così, anch'io. Angelica è mia, no, è mia. Angelica è mia. On ne peut quitter Palerme sans avoir visité aussi ses alentours et son bord de mer. L'endroit le plus célèbre, Mondello, est une localité située aux portes de la ville, dotée d'hôtels splendides et d'équipements touristiques où l'on peut agréablement se réfugier pour fuir le chaos et la chaleur de l'été. D'autres endroits ayant chacun une histoire particulière, comme par exemple l'Isola delle Femmine, l'île des femmes, dont le nom descend d'une ancienne prison pour femmes. Et nous voici maintenant à Sferacavallo, un ravissant petit bourg maritime qui doit sa célébrité à sa gastronomie, symphonie de spécialités culinaires et de pâtisseries.
Et pour finir, Bagheria, une petite ville aux abords de Palerme, célèbre pour les villas que la noblesse palermitaine y fit construire au XVIIe siècle. La plus célèbre, Villa Palagonia, fut construite au début du XVIIIe siècle par le prince de Palagonia, Ferdinando Francesco Gravina, et décorée de dizaines de statues aux formes surréelles, monstres, nains, satyres, personnages fantasques à l'aspect humain. Un musée du fantastique extraordinaire et insolite, riche de suggestions et de magie. Une nouvelle nuit tombe sur Palerme. La circulation et le bruit s'estompent petit à petit. Les places et les rues, les églises et les monuments deviennent moins visibles et semblent plus tranquilles, comme figés dans le temps. Un temps qui a fait de cette ville une ville ancienne sans pour autant en altérer l'âme et l'orgueil profond. L'orgueil d'une ville consciente d'avoir fait partie des grands créateurs de la civilisation qui est la nôtre.